La parole à Madame Rita Herman-Bello, qui est directrice du Centre d'études interdisciplinaires des faits religieux à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Madame. Merci. Je vais donc vous présenter une communication que nous avions avec les deux organisatrices du colloque intitulée « Étrangers ou citoyens, retour sur la Révolution française ». En fait, de retour sur la Révolution française, ce que je voudrais en fait vous présenter, c'est un retour dans une perspective qui en fait est une tentative de clarification de certains enjeux, et pas plus que cela du tout. Alors pourquoi? Parce qu'il semble que nous savons tous l'importance de certains débats historiographiques et je dirais même polémiques qui ont eu lieu sur l'attitude de la Révolution française à l'égard des Juifs. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est la façon dont, selon les moments, ces débats ont pu évoluer et parfois même s'inverser totalement, fonctionner à front renversé. Et c'est pourquoi je voudrais revenir aux questions que ces débats abordent. Et puis par ailleurs, dans le contexte actuel français, je crois qu'il y a une nécessité de revenir à la matrice qui fait socle, tout en ne rentrant pas dans l'illusion que la Révolution française aurait fixé à elle seule tout ce qui fait les fondements de l'idée républicaine. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Donc, les Juifs comme étrangers dans la Révolution, c'est une thématique qui a fait l'objet de débats, et notamment de la part d'un historien important sur ces questions, Patrick Girard, qui, dans un de ses livres qui est paru en 1989, au moment du bicentenaire de la Révolution, prenait les choses, je veux dire, prenait le taureau par les cornes assez violemment, en expliquant que, en fait, la Révolution n'avait fait qu'un retour, une aggravation de la condition des Juifs, qui auraient été français avant la Révolution, et que la Révolution aurait transformé en étrangers. C'est pour vous montrer l'importance du débat. Alors, la première question que je me poserais, c'est les Juifs, au moment de la Révolution française, étaient-ils étrangers? L'étaient-ils? Alors, le premier problème, c'est que c'est bien dans la Révolution, je dirais même à travers la Révolution française, que s'est forgée la notion même de français et celle de nation au singulier. Donc on est vraiment dans un mouvement d'élaboration. Avant la Révolution, jusqu'au moment où la Révolution commence, au printemps 1789, on ne peut absolument pas trouver un terme étranger qui serait constitué comme une catégorie unifiée par le droit. Il n'y a rien de tel dans la France dite d'Ancien Régime. On trouve les expressions de rénicole, de naturel français, mais le critère, c'est le fait que tous les habitants du royaume sont les sujets du roi. L'unité du royaume, elle passe par la personne du roi. Et justement, peut-être la première fois, enfin à ma connaissance en tout cas, que le qualificatif de français prend son sens moderne, c'est en fait dans le préliminaire, le tout début de la Révolution, dans le règlement pour les élections aux États généraux. Vous savez sans doute que la Révolution a commencé par la réunion d'États généraux qui devait représenter l'ensemble du royaume, et le règlement pour l'élection de ces États généraux ne définit pas, mais qualifie, nomme des Français qui doivent tous participer aux élections, ceci en janvier 1789. Et on voit à ce moment-là, immédiatement, pour les Juifs du royaume, qui sont à peu près 40 000 sur 20 millions à peu près d'habitants dans le royaume de France, on voit tout de suite deux lectures et deux applications très différentes de ce règlement pour les élections aux États généraux. Pour les Juifs du Sud-Ouest, la chose est particulièrement claire pour ceux que l'on appelle les Portugais, et particulièrement à Bordeaux. Là, on les considère comme devant être français et participant à ces élections comme tous les autres. En ce qui concerne les Juifs du Sud-Ouest, on voit par exemple qu'à Bayonne, c'est moins clair que ça, il y a des contestations. Finalement, cette hypothèse est retenue, mais il a fallu l'intervention du garde des Sceaux. Et les Juifs du Sud-Ouest, d'une manière générale, sont donc électeurs aux États généraux et rédacteurs de ce qu'on appelait les cahiers de doléances, les cahiers locaux. La chose est tout à fait différente pour ce qui concerne les Juifs de l'Est du Royaume, d'Alsace, de Lorraine, les Juifs dits allemands. À ce sujet d'ailleurs, le Necker, l'auteur, le ministre du roi, auteur du règlement, a été lui-même consulté, tellement ça a suscité discussion,
Et lui-même a répondu, les Juifs, je cite, les Juifs ne peuvent participer à aucun de ces avantages, c'est-à-dire les avantages qui sont à ce moment-là concédés aux dits Français. Donc vous voyez l'extrême différence déjà pour les différents groupes juifs au sein du royaume. Alors ensuite, quand la Révolution commence à prendre son cours, la question du droit des Juifs, bon je ne prétends pas vous l'apprendre, a suscité une masse d'écrits. Je vais me concentrer sur deux débats essentiels, très connus, hein, mais sur lesquels je voudrais éclairer certains points. Le débat de décembre 1789, du 21 au 24 décembre, et le débat de septembre 1791, 27, et j'insiste, et 28 septembre. Alors, dans ces débats, la désignation d'étrangers a été utilisée, on en a usé comme une arme contre les Juifs et contre la cause du droit de citoyenneté des Juifs de manière extrêmement violente par tout un groupe d'adversaires de cette cause qui apparaissent. Ces gens qui sont des gens qui font partie de l'Assemblée constituante, les États généraux se sont transformés en Assemblée constituante, et donc les représentants des Français aux États généraux sont devenus députés à l'Assemblée constituante. Et parmi ces députés, dès qu'on parle de la question des Juifs, apparaît un groupe qui est particulièrement formé de députés de l'Est du royaume, et essentiellement des Alsaciens et des Lorrains. Et ce qui est frappant quand on regarde les membres de ce groupe, c'est qu'on y trouve des gens qui, en général, s'opposent sur toutes les autres questions, mais sur la question des Juifs, ils se réunissent très bien, et on compte parmi eux des ecclésiastiques, des membres du haut clergé, des membres du bas clergé, qui en général sont en confrontation, des nobles, et puis aussi des jacobins. Et ce groupe a, disons, deux grandes positions. Il y a une position, les droits des Juifs, pas tout de suite, dans leur intérêt à eux. Et puis il y a une position qui est majoritaire, les droits des Juifs, pas du tout. Mais ce qui est absolument frappant, c'est le florilège sur le caractère d'étranger des Juifs. Et là, c'est tout à fait, on rencontre tout à fait ce que disait Chantal hier, l'étiquette de la mobilité permanente. Alors, j'ai pas le temps, malheureusement, de citer beaucoup d'exemples de ce florilège, parce qu'il est quand même assez savoureux dans son genre. Hein. On les qualifie comme une sorte d'habitants passagers, ou plutôt de cosmopolites, et c'est un terme dont on n'use pas beaucoup jusqu'alors. Hein. Le mot juif n'est pas le nom d'une secte mais d'une nation. Et puis, celui qui a le plus impressionné l'Assemblée, parce que c'est aussi un grand orateur, doit-on admettre dans la famille une tribu qui lui est étrangère? Et ajoute-t-il, et c'est là, je pense qu'il a été aussi très convaincant, de leur aveu, de l'aveu des Juifs, ils sont essentiellement étrangers au pays qu'ils habitent. Bon, vous voyez bien à tout ce à quoi ça peut faire référence, notamment dans la liturgie juive. Et je veux signaler que parmi les membres de ce groupe, j'ai cité tout à l'heure des prélats, la plupart d'entre eux sont extrêmement opposés aussi au droit civil des protestants. Mais pour faire barrage au droit civil des Juifs, ils acceptent, c'est stupéfiant de voir quand même comme ils changent de veste à ce moment-là, ils acceptent les droits civils pour les protestants, et ils le disent bien haut, de manière à faire barrage de manière plus efficace à ceux des Juifs. Et effectivement, le clivage entre les protestants du Royaume de France et les Juifs, c'est que les uns sont quand même des Français et pas les autres. Alors, sur ce point, de la façon dont l'étiquette d'étranger a été employée, il y a un point d'historiographie sur lequel je voudrais revenir, qui est une citation, la citation d'Antoine de Clermont-Tonnerre, que vous connaissez, j'imagine. Il faut refuser tout aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs comme individu. Bon, c'est un leitmotiv de ces questions. Et moi, je pense d'ailleurs que d'une certaine façon, la citation de Clermont-Tonnerre, d'une certaine façon, c'est un... Comment ? Oui, non. C'est un grand orateur qui a été pris au piège. Souvent, il a des formules tellement pertinentes que les formules restent. Alors, un point extrême de la discussion de la formule de Clermont-Tonnerre, alors ce que je voulais dire, c'est ce qui est très frappant aussi, c'est la façon dont cette formule est discutée, soit en mettant l'accent sur le tout aux Juifs, soit sur le rien aux Juifs. On peut en tirer tout ce qu'on veut. Mais dans les dernières décennies, disons, ça a plutôt été utilisé dans la pointe critique
de l'attitude de la Révolution face aux Juifs. On a plutôt insisté sur le refuser tout aux Juifs comme nation. Je veux quand même citer la pointe extrême de cette critique chez une historienne française qui s'appelle Esther Benbassa, qui cite avec une indignation, comme elle sait en avoir, une vive indignation, la suite du propos de Clermont-Tonnerre, et s'ils ne veulent pas l'être, citoyens, qu'ils le disent, et alors qu'on les bannisse. Alors c'est vrai que Clermont-Tonnerre a dit ça, mais il a dit ça pour continuer, mais ils ne le disent pas. Les députés des Trois Évêchés, c'est-à-dire de Lorraine, forment la demande contraire. Donc il faut avoir l'ensemble de la citation pour bien comprendre le processus du débat à ce moment-là. Et ce que je voudrais encore dire, c'est que le propos de Clermont-Tonnerre, au départ, ce n'était pas du tout de parler des Juifs. Il voulait une motion générale. La chose est apparue en fait à propos des protestants. Est-ce que les protestants peuvent avoir le droit de vote dans les élections municipales? C'est comme ça que c'est apparu. Et un député qui n'est pas du tout protestant dit, dans ma région, on le refuse aux protestants. Il faut accorder le droit de vote aux protestants. Et à ce moment-là, Clermont-Tonnerre propose une motion que je vous lis. Qu'aucun citoyen actif réunissant les conditions d'éligibilité ne pourra être écarté du tableau des éligibles, ni exclu d'aucun emploi public à raison de la profession qu'il exerce ou du culte qu'il professe. L'objectif premier, c'était une motion d'ordre général dans laquelle les uns et les autres n'étaient pas nommés. Alors à ce moment-là, on a demandé à Clermont-Tonnerre, « Ah bon, mais vous voulez dire aussi les Juifs ?» Et il a dit oui, absolument. Et c'est là que commence toute la discussion sur « ce sont des étrangers ». Mais, encore une fois, l'attitude première, c'était la motion générale, ce n'était pas une motion spécifique. Je vois que vous me donnez encore un tout petit peu plus de temps, parce que j'étais préparée à 30 minutes. Alors, donc, je continue mon propos en essayant... bon, là, vous avez vu la question des étrangers, comment ils sont pointés. Maintenant, quelle a été, donc, l'attitude de la Révolution sur cette question, et particulièrement sur les Juifs comme étrangers. Alors, je vais être obligée d'aller un petit peu rapidement pour tenir dans le temps. Vous savez peut-être que la question a été divisée. Elle a été divisée et finalement, on a décidé d'abord d'accorder le droit de citoyenneté aux Juifs portugais, que l'on considère effectivement, qui dès le moment de, je vous l'ai dit tout à l'heure, dès le moment des élections aux États généraux, ont été considérés comme français. Alors, ça n'a pas été fait immédiatement, ça a nécessité quand même un débat, mais en janvier 1790, ces Juifs-là sont reconnus comme citoyens et comme français. Simplement, je voudrais juste souligner que ce décret-là a été demandé par les Juifs eux-mêmes, il a été demandé par les défenseurs des Juifs et il a été voté par les députés comme la reconduction de privilèges anciens qui avaient été accordés pendant des siècles par les rois de France. Donc il ne s'agit pas de la catégorie moderne encore d'étrangers. Ça rentre là-dedans. Mais en fait, si on regarde l'argument juridique, c'est pas tout à fait ça. Alors le débat a ensuite continué parce que au moment où l'Assemblée en janvier 90 a décidé de prendre cette mesure à l'égard des Juifs portugais, elle a décidé de réserver le statut des Juifs de l'Est. Ceci à cause de sa sensibilité à tous ces types d'arguments que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, en gros, les députés ont beaucoup à faire, juste la première constitution que la France ait jamais connue. Très peu d'entre eux ont des notions très précises de ce que sont ou ne sont pas les Juifs. La question ne paraît pas extrêmement importante. Bon, on la repousse et on verra plus tard quand on aura le temps, d'autant plus que la question fait peur. Et je rappelle que pendant la Révolution française, au début 91, la France rentre dans une guerre contre la plupart de ses voisins et que les régions d'Alsace et de Lorraine sont des régions frontalières et ce qui peut s'y passer prend une importance stratégique. Il faut aussi le prendre en compte dans l'attitude des députés. Alors, les Juifs eux-mêmes, les Juifs de l'Est et les Juifs parisiens, continuent à demander à être admis comme citoyens français. Et un certain nombre de grands politiques français du moment le demandent pour eux. Alors, je me suis posé la question, leur revendication, quelle est-elle? Est-elle celle de citoyens ou de français? Et en fait, c'est extrêmement complexe
Je n'ai pas le temps de vous donner cette citation, mais on voit parmi les représentants, ceux qui se présentent comme les représentants des Juifs, un flottement qui continue presque jusqu'à la fin. Et en fait, ceux qui clarifient la situation, ce sont des non-juifs qui parlent au nom des Juifs, et particulièrement des juristes qui ont pris, à la demande des groupes juifs, l'affaire en main. Et ce sont eux qui clarifient la situation. Donc, simplement, je suis obligée d'aller un petit peu plus vite. Ce que je voudrais simplement rappeler, c'est vous donner une citation d'un grand spécialiste des questions de nationalité française et du statut des étrangers dans la sphère française. C'est qu'en 1789, les révolutionnaires s'intéressent d'abord aux divisions de la société française plutôt qu'à la frontière qui sépare l'étranger du français. Et en fait, la notion de français, elle va apparaître complètement articulée, liée à celle de la citoyenneté. Le débat avance comme ça. Et ce sur quoi Patrick Weil insiste beaucoup, c'est sur cette notion française particulière de lier complètement citoyenneté et nationalité. Et c'est dans ce contexte que j'en arrive au décret de septembre 1791, qu'on a dit décret d'émancipation, mais de manière postérieure. Le terme d'émancipation n'apparaît pas du tout à l'époque. Alors, sur ce décret, qui est pris donc le 27 septembre 1791, je me bornerai à deux remarques. D'abord que quand on dit que c'est un décret du 27 septembre, on devrait préciser que c'est un décret des 27 et 28. Le 27 septembre prend la parole un député qui est un juriste du port, alors que la Constitution française vient d'être sanctionnée, a été non seulement terminée, achevée, mais qu'elle a reçu la sanction du roi. Donc elle est exécutoire, c'est une mesure exécutoire, et l'Assemblée va se disperser. Duport, à ce moment-là, ramène la question des Juifs, vous voyez, au tout dernier moment, dans les tout derniers moments de la Constituante. Et alors que des membres de ce clan des députés de l'Est essayent encore une fois de protester, c'est le président de l'Assemblée qui les arrête en demandant qu'on rappelle à l'ordre tous ceux qui parleront contre cette proposition, celle de différer la décision sur les Juifs, car c'est la Constitution elle-même qu'ils combattront. Et c'est vrai, et c'est ce que Duport a réussi à faire valoir. Alors il y a certaines choses que j'aurais voulu vous dire, mais dans la perspective qui nous occupe aujourd'hui, je voudrais juste terminer en insistant sur quelque chose qui me semble ne pas avoir été remarqué, alors qu'il y a quand même beaucoup d'historiographie sur la question. Quand Duport invoque la Constitution qui vient d'être adoptée, il invoque deux dispositions. Il invoque la liberté du culte que la Constitution garantit à chaque citoyen. Mais il invoque aussi les conditions d'accès à la nationalité et à la citoyenneté. Et je dois dire que si ça n'avait pas été dans la perspective de ce colloque, alors que je l'ai soutenu depuis quand même quelques dizaines d'années, je ne suis pas sûre que j'y aurais fait autant attention. Mais il invoque vraiment les deux. Et il explique bien que les conditions d'accès à la nationalité et à la citoyenneté française pour les étrangers ont été définies de telle façon qu'ils accueillent tous les peuples du monde, si bien qu'il faut qu'il soit spécifié que les Juifs peuvent devenir citoyens actifs comme tous les autres peuples du monde, pourvu qu'ils remplissent un certain nombre de conditions, en remplissant les conditions prescrites par la Constitution. Donc, vous voyez, c'est vraiment sur cette question de l'intégration des étrangers que s'est construite aussi l'intégration des Juifs. Alors, je voulais simplement terminer en soulevant avec une remarque et avec une question que je vous adresse. Alors, ma remarque d'abord, c'est à quel point cette toute petite minorité, 40 000 sur 20 millions de sujets du royaume, à quel point les débats qui ont touché cette toute petite minorité ont été essentiels dans des débats vraiment des débats fondamentaux dans l'élaboration de tout ce qui est le corpus des idées politiques françaises. Et je vois le même parallèle entre étrangers et citoyens, de la même façon, ça paraît peut-être étonnant, mais sur ce qui touche les questions de séparation entre Église et État, la question des Juifs est revenue de manière régulière.
Donc j'insiste beaucoup sur la façon dont, dans le cas français en tout cas, il faut vraiment voir les débats sur la situation des Juifs comme des débats en fait français, franco-français. Et puis ma question sera, à vous qui êtes spécialiste de migration, dans quelle mesure est-ce qu'ici on peut parler d'une sorte de migration immobile, mais dont la dimension symbolique serait absolument fondamentale. Merci. Merci.